donc je vais très rapidement vous présenter ce séminaire que nous avons volontairement conçu sous un angle culturel. Et pourquoi l'aborder sous un angle culturel? Pour une raison essentielle, c'est que la douleur, eh bien c'est ce qu'on va essayer de vous montrer d'abord aujourd'hui dans un premier temps. La douleur, c'est une expérience qui peut être conçu sous un angle neurophysiologique, et là on parlera de sensation, c'est de cet aspect-là que je vous parlerai, mais qui peut être aussi envisagé, et c'est ce qui fait sa spécificité dans l'espèce humaine, comme étant une émotion, voire même une illusion. Et je m'expliquerai dans quelques instants sur le choix de ces termes. Aujourd'hui interviendront donc avec moi François Bourreau, qui est responsable du Centre d'évaluation et traitement de la douleur de l'hôpital Saint-Antoine, et Sylvaine Monin, qui est infirmière à l'hôpital Necker. Et je crois pouvoir dire sans trop me tromper que François et Sylvaine sont tous les deux, chacun dans leur fonction, des pionniers de la prise en charge de la lutte, de la lutte contre la douleur en France, car voilà de très nombreuses années qu'ils se sont investis dans cette tâche et qu'ils font maintenant référence dans notre milieu sur ce type d'activité. Alors ce séminaire, je voudrais l'introduire tout d'abord avec un... Alors... Voilà. Avec une citation qui est extraite du livre que Roselyne Ray a écrit, qui est un merveilleux livre qui s'intitule donc l'histoire de la douleur, et qu'elle a écrit hélas juste avant sa disparition prématurée. Roselyne était historienne des sciences, chercheure au CNRS, et elle avait écrit ce livre dans le but d'éclairer la démarche aussi bien des thérapeutes que des chercheurs, pour essayer de comprendre quelle était l'importance sociologique et historique de la douleur. Et nous dit-elle, pour l'historien, chercher à comprendre et à reconstruire le long combat des hommes contre la douleur, eh bien, c'est le résultat de cette obsession qu'elle avait et qui hantait son esprit, et qu'elle avait perçue dans cette phrase que je vous projette, et que je vais me permettre de vous lire. Tout être vivant dès sa naissance recherche le plaisir et s'en réjouit comme du souverain bien. Il déteste la douleur comme le souverain mal, et dans la mesure du possible il s'en écarte, et il se comporte ainsi quand il n'a pas encore été déformé et que sa nature laissée à elle-même juge en toute pureté et toute intégrité. Et Roselyne Ray s'est efforcée tout au long de ce livre à distinguer souffrance et douleur. Et elle précise que cette étude historique concerne bien la douleur et non la souffrance. Et elle a cherché à mettre en valeur le caractère particulier de la douleur qui, dit-elle, n'est pas un objet d'histoire du même genre que la peur, l'enfer ou le purgatoire. La douleur repose sur un socle de données anatomiques et physiologiques, et s'il est une expérience où l'universalité de la condition humaine et l'unité biologique de l'espèce s'affirment, c'est bien dans la douleur. Et là, je crois que c'est un aspect important qu'elle nous met en évidence, c'est le fait que l'aspect neurophysiologique de la douleur que je vais brièvement évoquer tout à l'heure s'incarne dans l'espèce humaine au travers d'une autre valeur qui est cette universalité de la condition humaine. La douleur, dit-elle, n'a pas un statut clairement défini. Entre émotion et sensation, la douleur a été constamment ballottée entre deux approches également insuffisantes. L'analyse de la douleur comme émotion, à l'opposé du plaisir, tente à l'exclure du champ d'investigation de la physiologie pour l'inscrire dans celui de la psychologie ou de la philosophie. À l'inverse, en voulant en faire un sens particulier aux côtés des 5 sens traditionnels, la physiologie n'a-t-elle pas ramené le problème de la douleur à un ensemble de recherches sur la spécificité des récepteurs, des voies de conduction et des centres? Eh bien, c'est cette dualité douleur physiologique, sensation et douleur psychologique, émotion, qui va être en permanence cette dialectique que nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui. Mais la douleur, elle s'inscrit également dans un contexte sociologique, culturel, religieux. Et dans son ouvrage, Roselyne Ray a caractérisé un aspect fondamental de la douleur qu'elle a dénommé la laïcisation de la douleur.
dans la mesure, dit-elle, où se dessine l'idée que collectivement, une société, une culture, un certain contexte politique contribuent à la définition de la douleur. Et je crois que c'est cet aspect-là que nous avons cherché à illustrer dans cet ensemble de 6 séances, puisque nous avons essayé d'aborder la douleur sous un angle non seulement scientifique et clinique, qui est donc la réponse à la question qu'est-ce que la douleur, qui va consister essentiellement dans les exposés d'aujourd'hui, mais aussi au travers de toute l'expression culturelle de la douleur. Et tout d'abord, la semaine prochaine, nous poserons le problème de la signification de la douleur lorsque cette douleur s'incarne chez des patients, chez des êtres humains qui n'ont pas les mots pour le dire. Et nous verrons comment on peut parler de la douleur chez le fœtus et chez le nouveau-né d'une part, mais aussi de la douleur chez les grands polyhandicapés, chez les handicapés mentaux qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leur douleur. Ensuite, le 5 novembre, nous aborderons le problème sous son angle philosophique et religieux. Et nous aborderons cette question au travers d'une part d'une expression éthique et philosophique, mais également au travers d'une expression anthropologique. Ensuite, nous rentrerons encore un peu plus à fond dans le domaine culturel et avec Jean-Pierre Changeux, qui est un neurobiologiste, mais qui est surtout, vous le savez sans doute, un très grand amateur d'art et de peinture. Jean-Pierre Changeux nous fera part de sa connaissance et de son expérience de la douleur dans la peinture, dans l'art. Et enfin, toujours dans le cadre de cette recherche d'une symbiose culturelle avec la douleur, nous aborderons le problème des mots de la douleur. Et nous l'aborderons avec un universitaire, professeur de littérature comparée, Alain Montandon, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, mais aussi avec Martin Winkler, médecin généraliste qui est devenu maintenant un auteur médiatique bien connu et qui pourra nous faire part à la fois de son expérience de médecin, puisqu'il l'a été avant de devenir écrivain, et qui nous parlera de sa conception à lui, de sa manière à lui d'exprimer avec les mots la douleur. Enfin, la séance de conclusion de ce séminaire, eh bien, nous la ferons avec Bernard Kouchner. Et j'essaierai avec Bernard Kouchner d'entamer un débat sur ce qu'a été l'essentiel de son passage en tant que ministre de la Santé dans le combat qu'il a mené pour essayer de mettre en place l'essentiel de cette politique de prise en charge de la douleur. Et je voudrais conclure brièvement cette introduction en reprenant la conclusion que Roselyne Ray nous livre dans son ouvrage. En effet, on assiste depuis quelques années à un développement important des articles sur la question de la douleur dans les médias grand public. Et par ce biais, les médias exercent une pression sociale, pression exercée qui n'est sans doute pas étrangère aux tentatives de solutions apportées par les pouvoirs publics et politiques depuis 1993. Et 1993, c'est une date qui est pour nous très importante. Elle correspond à l'organisation à Paris du Congrès mondial de la douleur, qui a été vraiment le point de départ d'une réflexion politique qui avait à l'époque été entamé par Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, et qui, dans la séance inaugurale de ce congrès, avait fait sensation, si je puis dire, en dénonçant l'insuffisance de la prise en charge de la douleur en France. Et de fait, compte tenu du retard important pris sur cette question par notre pays par rapport aux nations économiquement développées, il est temps que nous ayons une politique dite de ce nom qui permette de nous remettre à niveau par rapport aux autres pays économiquement développés. Car il faut bien reconnaître que si les intentions sont réelles, elles se traduisent encore que bien partiellement en actes du fait de l'insuffisance des moyens budgétaires et de la période de réduction des coûts de la santé dans laquelle nous rentrons maintenant. Et je voudrais terminer en citant Roselyne Ray. Des multiples textes analysés, dit-elle dans son ouvrage, des multiples textes analysés, des réactions et des combats des médecins pour soulager la douleur, il se dégage un certain nombre de difficultés inhérentes à la pratique médicale qui peuvent parfois donner l'impression que la douleur n'est pas suffisamment prise en compte. Plutôt que d'incriminer un corps médical qui a fait serment de soulager la douleur et qui, somme toute, est traversé par les mêmes courants politiques, religieux, idéologiques que les autres groupes de la société, il faudrait s'interroger sur les conditions d'exercice de la médecine.
n'entendons pas par là seulement la dilution des responsabilités à l'hôpital, le problème du statut et de la formation des infirmières qui sont plus directement en contact avec les malades qui souffrent, les questions d'organisation du travail, tous ces éléments d'une approche sociologique qui peuvent éclairer très profondément la pratique de la médecine. Le problème de la douleur touche à quelque chose qui tient à la nature même de l'acte médical, c'est-à-dire à la relation du médecin au malade, elle-même déterminée par le degré de certitude qui est en jeu dans la médecine. Eh bien, ce sont ces aspects que Sylvaine et François vous développeront dans quelques instants. Alors, pour entamer cette réponse à la question « Qu'est-ce que la douleur ?», je vais donc vous présenter mon point de vue qui est celui donc du physiologiste. Et au travers des quelques citations que je vous ai déjà faites, vous avez déjà compris que la douleur peut être considérée comme une sensation. Une sensation, c'est la traduction d'une fonction sensorielle dans le système nerveux périphérique et dans le système nerveux central, et cette sensation elle est établie essentiellement au travers d'une voie de communication qui passe par des capteurs sensoriels, et nous employons nous le terme de nocicepteurs, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui sont situés dans l'enveloppe cutanée, qui sont situés dans les articulations, dans les viscères, dans les muscles. Ces nocicepteurs, comme leur nom l'indique, ils répondent à des stimulations nocives pour l'organisme, c'est-à-dire qui sont de très haute intensité. Eh bien, ces récepteurs, ces nocicepteurs, sont les structures qui vont générer l'information nerveuse. Et cette information nerveuse, elle va être propagée par les nerfs sensoriels, et plus précisément par des fibres nerveuses, que l'on appelle dans notre jargon les fibres A delta et les fibres C. Ces fibres nerveuses vont conduire l'information générée par les nocicepteurs jusqu'à la moelle épinière. Puis de la moelle épinière, cette information va être véhiculée par des voies multiples vers de très nombreux centres relais dans le cerveau. Et principalement, de manière caricaturale certes, mais on peut aujourd'hui, les résultats que les neurophysiologistes ont accumulés peuvent nous permettre de le considérer comme à peu près exact. On peut considérer que ces voies ascendantes qui partent de la moelle épinière vers le cerveau sont divisées en deux grandes parties. Une partie latérale qui va constituer ce que nous appelons les faisceaux spinothalamiques, ainsi dénommés parce que les points de départ de cette voie, spina en latin c'est la moelle, donc ces faisceaux spinothalamiques sont des faisceaux qui partent de la moelle et qui se projettent dans une structure relais qui s'appelle le thalamus, et plus particulièrement ici le thalamus latéral. Et le thalamus latéral va ensuite projeter l'information jusqu'au cortex sensoriel où s'effectue l'intégration de cette information sensorielle nociceptive. Voilà pour la grande division latérale, et qui est admise comme étant celle qui code pour les aspects, ce que nous appelons sensoridiscriminatifs de la douleur, c'est-à-dire être capable de localiser la partie du corps qui est affectée par la stimulation nociceptive, et en même temps de donner une qualité à cette douleur. Est-ce que c'est une douleur du type piqûre? Est-ce que c'est une douleur du type brûlure, par exemple? Donc voilà la première grande division latérale, spinothalamique, thalamus latéral, et thalamus latéral, cortex somesthésique. Et puis la deuxième grande division, c'est ce que nous appelons la division médiane, qui va par un relais au niveau du tronc cérébral, au niveau de ce que l'on appelle la formation réticulée, au niveau du tronc cérébral, va projeter vers le thalamus, mais cette fois-ci c'est le thalamus médian et non plus le thalamus latéral comme tout à l'heure. Et du thalamus médian, qui va servir de relais, l'information va être diffusée à de très nombreuses structures corticales, et en particulier le cortex limbique, c'est-à-dire le cortex des émotions, c'est-à-dire le cortex singulaire et le cortex insulaire. Voilà très brièvement représenté ces réseaux neuronaux qui interviennent dans la genèse et la transmission et l'intégration de l'information nociceptive. Alors, partant de là, comment se pose le problème de la douleur? Eh bien, c'est là où intervient toute la complexité de l'analyse neurophysiologique de cette information, parce que le schéma très grossier que je viens de vous donner de ces deux grandes divisions, latérale et médiane, est en fait beaucoup plus compliqué.
Et on sait par exemple maintenant, depuis une dizaine d'années, qu'il y a une autre voie que nous appelons dans notre jargon, pardonnez-moi d'utiliser des gros mots, mais c'est le vocabulaire des scientifiques, ce que nous appelons la voie spino-ponto-amygdalienne. C'est-à-dire que c'est une voie qui part toujours de la moelle épinière, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, et qui projette au niveau du pont. Le pont, c'est une des structures ici de la nuque, du tronc cérébral, ponto-amygdalienne, parce qu'elle projette in fine dans un énorme complexe que nous avons dans notre cerveau qui s'appelle le complexe amygdalien. Et ce complexe amygdalien est aussi un élément clé du cerveau limbique, c'est-à-dire du cerveau des émotions. Donc vous voyez que toute cette information qui est générée à la périphérie au niveau des nocicepteurs va être diffusée dans l'ensemble du cerveau, et vous voyez qu'on est très loin des vieilles conceptions qui ont longtemps traîné dans la neurophysiologie jusque dans les années 60, conceptions selon lesquelles il existerait un centre de la douleur. Il n'y a pas de centre de la douleur. Il y a une multiplicité de structures de l'encéphale qui participent à l'élaboration de cette sensation de la douleur, et c'est ce qui rend très difficile son analyse. Alors, chez l'animal, l'expérimentation est relativement plus simple à envisager parce que nous travaillons sur des modèles, sur des schémas. Mais dès lors qu'on s'adresse à l'espèce humaine, où toute la dimension affective, émotive entre en ligne de compte, et la dimension culturelle et la dimension sociologique, les questions sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Alors, je voudrais terminer ce rapide exposé neurophysiologique en essayant de vous montrer en quoi le concept de douleur était vraiment un concept multidimensionnel. Je vous ai parlé jusqu'à présent de schémas neurophysiologiques, de voies, de réseaux de neurones. Mais si l'on veut être exhaustif, il faut aussi ajouter un autre facteur, la quatrième dimension, le temps. Et vous êtes tous sensibles au fait que la notion du temps intervient de manière considérable dans la douleur. Douleur aiguë, dans un premier temps, c'est une douleur qui va se résorber rapidement au cours du temps. C'est par exemple la douleur post-opératoire. Et à ce titre, François Bourreau vous en parlera beaucoup mieux que moi, cette douleur, elle est facilement traitable et on peut la prendre en charge sans difficulté. Là où les problèmes se posent, c'est lorsque cette douleur aiguë se prolonge dans le temps et qu'elle devient une douleur chronique. Eh bien, l'élément essentiel pour nous chercheurs, et c'est ce sur quoi toute mon équipe de recherche travaille, se résume en une phrase très simple. Une douleur chronique n'est pas une douleur aiguë qui se prolonge dans le temps. Une douleur chronique n'est pas une douleur aiguë qui se prolonge dans le temps. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la répétition dans le temps des stimulations nociceptives, par exemple dans le cas des patients qui souffrent de douleurs arthrosiques ou qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, cette multiplicité de stimulations, cette prolongation dans le temps des stimulations va entraîner une modification du fonctionnement des réseaux de neurones. Et ceci répond à un concept qui a maintenant vraiment pignon sur rue depuis une dizaine d'années dans la neurobiologie, c'est ce que nous appelons la neuroplasticité. Le système nerveux, la moelle épinière, l'encéphale est un système éminemment plastique. Et cette image du cerveau comme étant un ensemble de réseaux de neurones câblés est une image complètement fausse. Le cerveau est constitué de neurones qui établissent des synapses avec d'autres neurones, établissent des communications, et ces communications sont continuellement remaniées par l'expérience, par l'apprentissage, mais aussi par les lésions. Eh bien, cette neuroplasticité, elle est la clé de voûte actuellement de toute la recherche qui est menée pour essayer de comprendre ce qu'est la douleur chronique, parce que maintenant, nous le savons, dans la douleur chronique, eh bien, les connexions synaptiques sont modifiées, et donc, tout est remis en question par rapport aux schémas initiaux qui étaient ceux que l'on avait construits dans la douleur aiguë. Et je veux simplement vous montrer un exemple clinique bien connu. Voilà, ici, un schéma que j'ai tiré du textbook de neurophysiologie qui vous montre une coupe transversale du cerveau humain au niveau du cortex somesthésique primaire. Et vous avez ici représenté ce que l'on appelle l'homonculus de Penfield, parce que c'est M. Penfield qui l'a décrit, et cet homonculus donne tous les sites de projection des différents territoires corporels dans l'encéphale. Et vous voyez que d'une part, il n'y a absolument aucune réalité avec les rapports homothétiques de l'anatomie, et qu'en particulier la main tient une place extraordinairement prépondérante dans cet homonculus. Et ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que la main, elle est ici dans cet homonculus, à l'interface entre le bras, mais aussi avec la face.
Eh bien, pour vous montrer l'importance de cette neuroplasticité, voilà la représentation chez un patient qui a été amputé de son bras des stimulations, des points de stimulation à partir desquels on peut évoquer chez sa main fantôme. Vous savez qu'un amputé va dans 90% des cas développer ce que l'on appelle un membre fantôme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ressentir et vous décrire le membre qu'il n'a plus avec une très grande précision. Eh bien, à partir des points qui sont notés sur ce schéma, eh bien, on va pouvoir évoquer une sensation dans la main de cet amputé. Et vous voyez qu'on peut évoquer aussi bien à partir de l'avant-bras, qui est encore disponible chez ce patient, et vous voyez qu'on peut retracer très précisément la carte des doigts, mais chose beaucoup plus surprenante, on peut aussi évoquer cette même sensation à partir de la joue. Et vous voyez qu'ici, ce sont, là encore, les points de chacun des doigts. Eh bien, reprenons le schéma de Penfield. Le bras, la joue. Pourquoi est-ce qu'on peut évoquer la main à partir du bras et de la joue chez cet amputé? Tout simplement parce que l'amputation de son avant-bras et de sa main va entraîner un remaniement, un remodelage des sites de projection dans son cortex et qui va, par cette neuroplasticité, amener à générer des sensations nouvelles, tout simplement par la reconstitution de ces réseaux liés au fait de la disparition du membre amputé. Voilà, je m'en tiendrai là, j'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse, et je vais tout de suite passer la parole à François Bourreau. Merci Bernard. Alors moi j'ai l'image à l'écran là. Voilà. Bon, merci Bernard. Bon, ce qui est important dans l'exposé de M. Calvino, c'est qu'il a mis en place déjà des notions qui sont des notions qui ont une valeur importante du point de vue du malade et du point de vue du médecin. Cette notion de sensation, notion d'émotion, la notion de facteur temps. Donc on va construire comme ça ensemble des éléments de réponse à qu'est-ce que la douleur, en reprenant certaines notions qu'il a avancées pour voir les implications au niveau de la pratique clinique. Car le médecin est confronté à des patients qui disent j'ai mal, et très souvent on est convaincu qu'on sait exactement de quoi on parle. L'homme de la rue est convaincu que la douleur il connaît bien. Or c'est un domaine pour lequel il y a beaucoup d'erreurs de compréhension. Et quand on dit j'ai mal et qu'on va voir un médecin, on a des questions sous-jacentes. Quelle est la cause? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on parle de douleur de cancer ou d'arthrose? C'est pas du tout le même contexte. Est-ce que ça fait très mal? On aura abordé le problème de l'intensité de la douleur, puisque lorsqu'on parle de traitement symptomatique, il faudra essayer de calmer. Et une douleur faible ou une douleur intense, ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça va durer? On retrouve le facteur temps. Et cette dualité de sensations et d'émotions se retrouve dans le langage courant. Mais docteur, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est psychologique? Or, nous verrons que c'est toujours systématiquement les deux. Même lorsque la douleur est la plus physique qui soit, il y a toujours une dimension d'ordre psychologique qu'il va falloir que nous définissions. Mais il y a toujours ce versant, puisque la douleur est par nature quelque chose qui s'intègre dans le cerveau pour donner lieu à une perception, puisque par définition, la douleur est cette perception. Enfin, une autre question, comment faut-il réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une douleur, et notamment une douleur qui dure? Donc on va essayer de répondre à tout ça en partant des différentes dimensions que l'on a mis en place. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a souvent une idée reçue, des idées inexactes sur le phénomène douleur, et dans les questions que nous aurons après, on aura peut-être la possibilité d'aller plus avant. Le premier point essentiel, c'est que tout le monde croit connaître la douleur, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais des douleurs. Ça, c'est un point important. Donc, quand on parle de douleur, il faut préciser dans quel cadre on est. On risque de faire des contresens. On a déjà vu aigu, chronique, plus ou moins intense, les mécanismes extrêmement variés. C'est-à-dire que, schématiquement, nous avons affaire à deux types de douleurs, extrêmement différentes l'une de l'autre. La douleur que chacun d'entre vous connaît. C'est-à-dire que si on met la main sur une plaque chauffante, il y a de fortes chances que tout le monde ressent la sensation de brûlure, ça fait mal, et puis si on a laissé la main un peu longuement, on sait qu'on va avoir une cloque au bout du doigt. Ça, c'est la douleur, un exemple de douleur, de type douleur par excès de nociception. C'est une réponse tout à fait normale à un système on va pas détailler, qui est le système de détection des messages nociceptifs dont a parlé Bernard Calvino. Mais à côté de ça, on a vu l'exemple tout à fait particulier de la douleur par lésion de nerfs, la douleur de l'amputé,
quand il a donné l'exemple de l'amputation. Les mécanismes sont très différents et on a affaire à deux catégories de douleurs qui vont faire appel à des mécanismes extrêmement variés. Enfin, le point, comment réagir à une douleur qui persiste ? Alors, quelle est la cause ? Il est clair que pour le médecin, et quand on parle de douleur, on ne peut pas parler de douleur sans avoir un diagnostic extrêmement rigoureux, minutieux. Et là, il faut savoir que l'analyse de la douleur ne vient que compléter une démarche médicale tout à fait classique, reposant sur des diagnostics rigoureux, minutieux, et c'est assez compliqué de faire le diagnostic de certaines douleurs. Et on retrouve derrière la cause la fonction de signal d'alarme, et c'est d'ailleurs ce que vient chercher le patient qui consulte. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? D'où ça vient ? D'ailleurs, ce sont les gens anxieux qui viennent consulter parce qu'ils sont un peu inquiets du problème, parce que chacun d'entre nous a déjà eu des petites douleurs de temps en temps et ne va pas nécessairement consulter. Donc ce qui fait consulter, c'est parce qu'on a une préoccupation. Qu'est-ce qui m'arrive là ? Autrement dit, il y a toujours derrière la douleur cette fonction de signal d'alarme. D'où l'importance d'une compréhension claire et rassurante, lorsque c'est possible, du phénomène douleur. Il y a aussi dans les causes une grande séparation à faire lorsqu'on parle de douleurs liées à des pathologies mécaniques ou inflammatoires chroniques comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, mais ce n'est pas la même chose que de parler de la douleur au cours du cancer, puisque associé à la maladie, il y a un pronostic qui n'est pas le même. Donc le fait de parler de douleurs d'origine maligne de type cancéreuse, si la maladie a passé le stade palliatif, ou de douleurs non malignes, fait appel à deux cadres extrêmement différents. Et puis j'ai déjà abordé les types de douleurs, je ne reviens pas. Mais à côté de ces douleurs que l'on peut appeler nociceptives ou par lésion nerveuse, il y a beaucoup de douleurs sur lesquelles je ne me prononcerai pas trop pour les classer avec une exigence, une précision, mais qui ont une place à part. Ce sont les douleurs, par exemple, de la migraine. C'est une entité tout à fait particulière. Ou les fibromyalgies. Nous reviendrons sur ces entités, qui sont des entités cliniques bien particulières et auxquelles répondent des traitements tout à fait spécifiques. Alors, la question que je les pose régulièrement les malades, mais docteur, est-ce que c'est subjectif ? Alors là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il est clair que la définition auquel on se réfère actuellement tous les praticiens, c'est que la douleur est par nature un phénomène subjectif témoignant d'une lésion possible. C'est la définition que l'on peut prendre de la douleur, c'est obligatoirement un phénomène subjectif et qu'il sous-entend qu'il y a quelque chose de cassé dans l'organisme. C'est l'interprétation qu'on fait. La définition scientifique qui est donnée en dessous, c'est la définition de l'IASP, expérience à la fois sensorielle et émotionnelle désagréable, associé à un dommage tissulaire, réel ou potentiel, ou simplement décrit en termes de dommage tissulaire. Ça veut dire que pour la personne qui ressent, c'est comme s'il y avait quelque chose de cassé, même si le médecin lui dit « mais non, il n'y a rien ». Donc ça c'est un point important parce que par nature, la douleur est toujours subjective. Alors, le langage courant mélange deux choses. Quand on dit c'est subjectif, eh bien, on ne fait pas en fait référence vraiment à cette perception. On fait souvent appel à ce que l'homme de la rue croit comprendre de la douleur de l'autre. Comme la douleur est difficilement communicable, on croit que la douleur, elle est inventée, simulée. Les médecins ne comprennent pas. Et puis l'homme de la rue est peu préparé à savoir qu'il y a des états douloureux qui sont l'affaire de toute une vie. Il y a des gens qui vont avoir des douleurs qui vont durer toute une vie. Autrement dit, comme on ne comprend pas, on dit oui, il en rajoute, ça doit être du cinéma, et on mélange, comme le phénomène est difficilement communicable, on mélange la perception avec des phénomènes qui seraient une simulation ou une création pure par l'esprit de cette douleur. Alors, la douleur telle qu'on la comprend aujourd'hui, en fait, se caractérise par 4 composantes. Il y a l'aspect sensoriel, et quand on parle de douleur, ça veut dire que c'est localisé dans le corps, où vous avez mal, c'est la tête, le pied, partout, mais on peut dire où c'est localisé dans le corps. Quand, à quel moment, est-ce que ça dure ? Comment, quels sont les mots pour en parler, et puis est-ce que c'est plus ou moins fort ? Ça, c'est l'aspect sensoriel, c'est ce qui va aider le médecin à faire le diagnostic. Mais toujours la douleur, si elle atteint au moins un certain seuil de niveau, au minimum est quelque chose de désagréable, on essaye d'éviter la douleur, c'est plus ou moins supportable, et puis ça peut être très proche de phénomènes qui sont les états d'anxiété ou de dépression lorsque c'est d'apparition brutale ou lorsque c'est extrêmement durable. Autrement dit, cliniquement, il y a toujours dans la douleur cette dimension émotionnelle qui vient compléter l'aspect sensoriel.
Chez l'homme, la douleur, c'est pas uniquement ces deux phénomènes, c'est aussi ce que la personne va comprendre de la situation, le sens donné. J'ai déjà évoqué le fait que est-ce que l'origine est maligne ou non maligne. La façon dont la personne comprend, raisonne, va donner toute une tonalité particulière et sans doute moduler complètement l'intégration qui est faite dans le système nerveux central, parce qu'il y a un sentiment d'alerte si on a l'impression que c'est quelque chose de grave qui peut apparaître du jour au lendemain. Donc le sens donné, et on pourrait revenir là-dessus de mon nombreux exemples, au travers des perceptions qui sont modulées par le sens que la personne donne au décodage de messages douloureux, vient complètement moduler la perception douloureuse. C'est pour cette raison qu'il est très important que le patient douloureux comprenne ce qui lui arrive et sache au mieux réagir à la situation. Enfin, la douleur, c'est aussi un comportement, parce que quelqu'un qui a fort mal voit tout son comportement basculer, c'est quelqu'un qui ne peut plus avoir les activités normales, et puis qui est engagé dans des actions pour réagir au mieux. Et dans cette façon de réagir, il y a des attitudes qui sont parfaitement adaptées, mais il y a aussi de nombreux pièges, et j'insisterai sur le fait que, par exemple, dans la lombalgie, on a souvent dit que le bon comportement, des fois même prescrit par les professionnels de santé, c'était le repos. Le scoop, c'est que maintenant, quand on a mal au dos, il faut bouger. Et ça, c'est un élément très important, c'est un revirement à 180 degrés, et même de ne pas bouger, ce serait même aller favoriser la chronicité. Donc on reviendra là-dessus parce que c'est des notions qui ne sont pas toujours bien comprises et qui sont maintenant documentées par un degré de preuve très important. Ce qui fait que depuis le début de cette conférence, vous voyez, progressivement, on a mis en place énormément de choses. Et on a mis en place la pathologie, je crois que Sylvain Monin va revenir après sur ce diagramme. Hein. On a vu les différents mécanismes de douleur, nociceptives, neuropathiques, on a vu qu'il y avait de la sensation, de l'émotion, mais également ce qu'on appelle de la cognition, c'est-à-dire la façon d'interpréter, de raisonner, de donner du sens à la situation. Et puis il y a d'autres phénomènes cognitifs qui interviennent. La douleur, c'est aussi un comportement. Et puis le patient douloureux n'est pas seul, il va être dans un environnement, il va interagir avec ses proches, le milieu du travail, les médecins. Autrement dit, vous voyez, j'ai mal, on croit savoir ce que c'est, mais c'est un phénomène extrêmement complexe. Et toutes ces facettes peuvent en fait être l'objet de mauvaise régulation, de certains dysfonctionnements, et peuvent être des sources d'amplification et d'entretien de douleur. C'est cela qui est un élément important, car souvent, la problématique de douleur qui dure fait participer toute une série de facteurs, c'est ce que l'on va dire en clinique. Donc chemin faisant, vous voyez qu'on est arrivé à cette différence en considérant des composantes à la douleur, et puis on a vu l'importance du facteur temps. La douleur aiguë récente, qui est un symptôme finalement utile pour le docteur et pour le patient, pour savoir ce qui se passe, lorsque ça dure au cours des mois, eh bien c'est devenu quelque chose qui est inutile. Hein. Vous achèteriez pas une voiture qui a toujours son système d'alarme en permanence qui sonne au moindre mouvement de vent. C'est très destructeur pour la personne. Avoir mal de façon durable, peu de personnalités peuvent résister avec une douleur intense. C'est pas par hasard d'ailleurs que la torture existe. C'est destructeur, socialement, psychologiquement, émotionnellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter de façon symptomatique. Et c'est pour cette raison que l'on a très tôt parler de douleur-maladie, des auteurs comme Lorich ont parlé de douleur-maladie, c'est-à-dire que le problème n'est plus tellement la pathologie initiale qui a provoqué le début de l'histoire, le problème devient la douleur en tant que telle qui est devenue la maladie, et les notions de neuroplasticité actuellement viennent donner une résonance tout à fait particulière à ce concept clinique. Lorsque la douleur est chronique, il est souvent extrêmement difficile de penser qu'on va guérir. Donc c'est ce qu'attendent les patients, on aimerait pouvoir leur offrir la guérison, c'est rarement possible, on peut soulager grâce à des techniques disponibles et permettre à la personne de cohabiter avec cette douleur, autrement dit il y a une perspective de réadaptation et de réinsertion professionnelle, familiale, autrement dit on va travailler sur des techniques qui sont des fois vivre avec, mais qui sont des techniques importantes. J'en parle parce que elles créent pas des attentes positives chez les patients. Donc on a vu cette transformation de la douleur aiguë en douleur chronique, puisque la douleur chronique, elle a été à un moment aiguë, et les problèmes auxquels se porte actuellement la recherche clinique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certains patients vont aller vers la chronicité. C'est une question qui n'est pas actuellement résolue, mais bien entendu, vous voyez qu'il serait satisfaisant de penser que
au bout de 3 à 6 mois de l'évolution d'une douleur, on développe des interventions thérapeutiques adaptées pour essayer d'enrayer le processus. Puisque dans beaucoup de situations, lorsqu'on prend le zona, lorsqu'on prend la lombalgie, eh bien, très souvent, on se rend compte que simplement 10%, 15% des patients vont développer à partir d'un état initial une douleur qui dure. Donc voilà un petit peu les préoccupations que l'on peut avoir, d'essayer d'agir avant le stade de douleur chronique, parce qu'au stade de chronique, voilà en termes beaucoup plus simples, ce qu'est la douleur chronique, c'est souvent une réactivité au stress, des troubles du sommeil, des pertes d'activité, une occupation en termes de loisirs ou d'activité professionnelle, des facteurs de contraction musculaire surajoutés. On a affaire à cet ensemble de facteurs dont j'ai déjà parlé. Ce diagramme est un diagramme d'origine un peu compliqué, mais je veux insister sur le domaine de la lombalgie, parce que c'était une des grandes causes de douleur, sur les pièges du repos dont j'ai parlé. Quand on a mal, selon le tempérament et selon la peur que l'on peut avoir d'avoir quelque chose, d'une hernie discale qui peut risquer de paralyser, d'entraîner le fauteuil roulant, il y a beaucoup de peurs qui sont rattachées au mal de dos. On peut se mettre à paniquer, à dramatiser. On parle dans la littérature spécialisée de catastrophisme, de réaction de catastrophisme. On aura d'autant plus cette réaction qu'on a fort mal. Donc vous voyez qu'il y a des enchaînements avec des interactions réciproques qui se mettent en place. Lorsque l'on a mal, et si on a des réactions émotionnelles, peur de se blesser, peur de la paralysie, peur d'aggraver la situation, on va se mettre à développer des évitements. Ça veut dire que celui qui a mal au dos ne va plus bouger, ne va plus soulever des charges, par exemple, va se mettre dans un évitement des situations, par peur. Qui dit évitement d'une situation, d'une activité physique, par exemple, veut dire déconditionnement. J'ai vu ce matin encore un jeune homme qui était un grand sportif, il a mal au dos, on lui a prescrit d'arrêter le sport, il ne fait plus rien, il a une activité professionnelle complètement protégée, sa morphologie a changé, il a pris du poids, il est en plein déconditionnement physique. Et actuellement, le conseil qu'on aurait donné il y a 10-15 ans, on continue à mettre les gens en situation d'épargne d'activité physique. Ne faites pas ça, ne faites plus de sport. Et du coup, on entretient les gens dans le déconditionnement physique. Actuellement, les choses ont complètement changé. C'est qu'on on traite d'abord la douleur avec les moyens lorsqu'il y a un épisode aigu. On informe de façon sérieuse ce qui se passe vraiment pour ne pas créer de peur inutile. On apprend à la personne à faire les gestes de façon appropriée. On lui apprend à refaire des choses en utilisant une gestuelle et à se remuscler et à se mettre en situation. Autrement dit, le fait d'éviter d'être en situation ne fait qu'entretenir le problème. Autrement dit, ces informations changent complètement. Le public n'est pas encore au courant. Les professionnels n'agissent pas toujours de la même façon. Et ça fait, en tout cas par rapport à la littérature actuellement qui a fait preuve un niveau de preuve, voilà des informations qui sont actuellement normalement disponibles. Tout au long de ce séminaire, il faudra apprendre à distinguer douleur et souffrance. Les deux concepts ne sont pas superposables du tout. Le concept de souffrance est beaucoup plus large. Ne faisons pas le mélange. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais le concept de souffrance est beaucoup plus large. Soyons prudents. Bien sûr, notamment, je prends un autre exemple de situation douloureuse où les gens souffrent de douleurs physiques, mais les situations des malades en fin de vie. Il y a beaucoup d'autres causes, comme le montre cette diapositive, d'autres causes de souffrance. Prenons la cause peut être sociale, la cause peut être d'autres symptômes, la cause peut être un isolement affectif, un sentiment d'abandon, voire un rejet de certains amis. Beaucoup de variables contribuent à la souffrance. Donc c'est un point important, mais distinguons clairement la douleur telle qu'on vient de la définir de la souffrance qui est un problème beaucoup plus large. Tout ceci est important parce que derrière chacune des problématiques que l'on vient de voir, de nombreux moyens thérapeutiques peuvent être proposés. Ils ont tous leur place. Mon propos n'est pas de faire l'inventaire des moyens à notre disposition, toute leur place, mais il est important d'insister sur le fait que d'abord il n'y a pas que les médicaments pour traiter la douleur, il y a d'autres moyens que les traitements médicamenteux, et que très souvent la réponse à une situation clinique, c'est un ensemble de moyens médicamenteux, physiques et psychologiques que l'on devra combiner. Je termine. Bon. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que
pour la pratique clinique du médecin comme du patient, il est important de savoir reconnaître les différentes formes de douleur, les différentes composantes et les différentes facettes du problème de la douleur. Et une des situations les plus difficiles quand même, c'est quand la douleur ne s'en va pas spontanément, lorsqu'elle dure, dans la douleur qui persiste, que l'on appelle chronique. Il faut bien sûr utiliser l'ensemble des moyens disponibles à notre disposition, qui sont ceux que j'ai évoqués, mais aussi savoir que le patient a un rôle important pour ne pas tomber dans les pièges de la douleur et savoir qu'il peut apprendre à mettre en place des attitudes pour mieux faire face, des techniques par exemple de relaxation ou par exemple, dans l'exemple que j'ai pris de la lombalgie, savoir que des programmes de réactivation physique sont essentiels pour lui. Voilà. Merci beaucoup François. Eh bien Sylvaine, maintenant tu vas nous donner le point de vue de l'infirmière. Alors, on va lancer les diapos, numéro 4 directement. Voilà. Voilà. Alors, j'ai choisi de vous en parler autour du décret de compétence du 11 février 2002. Alors, c'est pas très drôle Non, après. Oui, j'arrive. Voilà. T'as plein de... Oui. Voilà. Parce que ce fameux décret de compétence, il découle de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont évolué depuis 10 ans dans la prise en charge de la douleur et qu'enfin on a un décret de compétence très récent qui nous aide beaucoup, nous les infirmières, à prendre en charge la douleur. Alors quand on a entendu le docteur Bourreau, et ben voilà... Tout ça, on n'a plus qu'à mettre en musique. Et comment, quand on est infirmière, on doit mettre en musique la prise en charge de la douleur? Alors, vous voyez, notre exercice de profession d'infirmière, c'est l'analyse, l'organisation et la réalisation des soins infirmiers. Et puis, il y a un mot nouveau qu'on va voir sans arrêt maintenant dans notre profession, c'est l'évaluation. Là, c'est l'évaluation de nos pratiques dont on parle. Hein. Donc, quand on doit analyser une situation, quand on rencontre un patient pour la première fois, bien évidemment, il va falloir pouvoir décrypter avec lui de quelle douleur se plaint ce patient que je ne connais pas encore. Qu'est-ce que je dois lui proposer pour le prendre en charge ? Et pour tout ça, ce travail de décryptage sur de quelle douleur il s'agit, souvent c'est avec l'infirmière qu'on va le faire pour la première fois. Alors, qu'est-ce que je dois proposer à un patient pour rentrer en contact avec lui et pour comprendre de quelle douleur il va me parler? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle l'évaluation de la douleur. Vous en entendrez sûrement beaucoup parler. Et en particulier, vous avez probablement déjà vu ces petites réglettes si vous êtes passé dans les hôpitaux ou même voir des patients hospitalisés. Il en existe pour les petits-enfants et tout. C'est quelque chose qui va nous aider à dialoguer autour de la douleur. Qu'est-ce que c'est la quantité de douleur que vous avez? C'est beaucoup, c'est peu, c'est modulable, ça reste toujours la même dans la journée. Avec cette petite réglette, en définitive, on va apprendre à se parler, apprendre à essayer de comprendre ce que l'autre veut nous expliquer de sa douleur. La diapo suivante. Donc, toujours en parlant de notre décret, nos soins infirmiers sont préventifs, curatifs et palliatifs. Ils intègrent bien sûr une qualité technique et une qualité des relations avec le patient. Vous voyez à quel point c'est vaste, à quel point des soins préventifs pour un patient, quand on parle de sa douleur, ça va être pour nous des infirmières, et ça c'est quelque chose de fondamental, de prendre en charge tout ce qui est la douleur des gestes que nous, infirmières, nous infligeons aux patients. Tout ce qui est la douleur des gestes invasifs. Ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore beaucoup. On a probablement bien progressé sur la prise en charge de la douleur post-opératoire, parce qu'elle est attendue, parce qu'elle est connue, parce qu'on connaît maintenant bien les médicaments pour la prendre en charge. Je dirais, moi comme infirmière, que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans l'hôpital où je travaille pour s'occuper de la douleur des gestes invasifs. Une prise de sang, tout le monde peut la supporter dans sa vie, même sans la crème magique qu'on met aux enfants, qu'on appelle la crème EMLA et qui anesthésie la peau. Une prise de sang, on peut. Mais quand on est dans une phase diagnostique d'une maladie grave, il y a une étude de la Sofres qui montrait qu'on pouvait avoir jusqu'à 32 prises de sang par semaine. 32 prises de sang par semaine, ce que disait François Bourreau tout à l'heure, ça peut de temps en temps ressembler à de la torture.
Donc tous ces gestes des infirmières sur le préventif, sur le prendre soin, sur le j'ai réfléchi à ce que je vais faire à mon patient avant de lui faire un geste et je réfléchis avec lui sur qu'est-ce qui pourrait lui faire moins mal. Les soins curatifs chez nous, en ce qui concerne la prise en charge de la douleur, c'est beaucoup mettre en place évidemment les traitements prescrits par les médecins, les surveiller, et ce qui est toujours vrai dans la prise en charge de la douleur, c'est qu'il faut toujours évaluer le traitement qu'on est allé mettre en place. On donne un médicament à un malade pour la douleur et forcément on doit aller réévaluer avec lui comment vous êtes maintenant. Plutôt mieux, pareil, c'était pas assez, c'était bien, c'était trop. On a ce perpétuel dialogue avec le patient pour lui demander ce qui se passe pour lui après ce traitement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait que pour la douleur. On va pas lui demander après un antibiotique si vous pensez que ça va mieux, moins bien. On lui donne une dose d'antibiotique en fonction du germe qu'il a et de son poids. Et c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Un traitement de la douleur, c'est infiniment plus compliqué à mettre en œuvre et à surveiller pour des infirmières. Et puis enfin, bien sûr, on a aussi à s'occuper des soins jusqu'au moment palliatif. Et le moment palliatif d'une maladie, c'est de s'occuper et de privilégier encore tout ce qui va être le confort de vie. C'est ce que moi j'aime bien appeler la câlinothérapie. C'est pas péjoratif, c'est pas bébé, mais c'est tous nos gestes infirmiers du prendre soin du malade et de trouver avec lui ce qui va faire encore que un repas va être agréable à prendre, qu'une toilette ne va pas faire mal. Vous savez qu'on peut faire très mal en faisant une toilette chez des gens très fatigués. Alors, on nous demande de tenir compte de la personnalité de notre patient pour lui proposer tout ça. Et vous avez compris dans les schémas qu'on vous a montrés à quel point la personnalité, la personne, l'âge, la culture du patient vont interférer avec sa façon de nous dire sa douleur, interférer avec la façon dont il va vouloir qu'on la prenne en charge. Pour ça, il faut connaître son patient et je dirais que c'est bien une de nos difficultés à l'heure actuelle puisque en post-opératoire, les patients partent au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours au maximum, que c'est difficile de comprendre ce qui se passe de temps en temps en si peu de temps pour un patient. Mais néanmoins, il faut toujours essayer d'ajuster au mieux ce qu'on propose est-il en relation avec ce que ce patient-là attend de nous. Ça, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Alors, de plus en plus, je vous le disais, on fait un travail où on va nous demander de rendre compte et de s'appliquer à des méthodes de recueil des informations. C'est ce qu'on appelle notre dossier de soins. Ce dossier de soins, c'est qu'est-ce que l'on sait du patient et qu'est-ce que les informations que l'on a glanées vont aider à ce que la prise en charge de tous les professionnels de la santé qui s'occupent de ce patient vont aider à mieux prendre en charge la douleur. Donc, notre métier aussi est en train d'évoluer par rapport à toute cette écriture, tout se rendre compte que on nous demande à l'heure actuelle sur nos pratiques. Alors là, je vous cite vite, mais je ne m'étendrai pas, je n'en ai pas le temps aujourd'hui, mais nous allons pouvoir travailler maintenant dans le cadre de protocoles écrits. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre décret, c'est-à-dire que des équipes se sont mobilisées pour écrire des prises en charge types d'un certain nombre de douleurs, comme la douleur post-opératoire par exemple, et que les infirmières peuvent d'elles-mêmes, dès lors qu'elles sont allées interroger le patient, dès lors qu'elles ont évalué leur douleur, mettre en charge des protocoles. C'est-à-dire que c'est, en définitive, quelque chose qu'on vous autorise à faire de vous-même quand vous êtes allé évaluer la douleur du patient. Et ça, nous avons été plusieurs à beaucoup militer pour que ces protocoles existent, encore trop rarement dans tous les établissements, mais on gagne un temps précieux. Et gagner du temps précieux pour qu'une douleur ne soit pas aiguë, c'est très important pour le patient d'abord, pour l'infirmière aussi. Alors, je terminerai en vous parlant de ce rôle propre infirmier, parce que pour moi, c'est ce qui fait le sel de notre métier. Hein. C'est apprendre à adapter des traitements antalgiques, certes les traitements médicamenteux dont on a parlé rapidement ici, mais c'est
tout autre chose. Je vous reparle de se prendre soin, de cette calinothérapie, de qu'est-ce que c'est qu'une bonne position quand on a mal dans un lit, qu'est-ce que c'est que la douleur de soins qui est fait brutalement ou trop rapidement, la douceur dans les soins, le prendre soin avec le matériel adapté, c'est aussi, à mon avis, 80% de temps en temps de la prise en charge de la douleur. Moi, il m'est arrivé d'avoir mal une fois, simplement quelqu'un qui me mettait un garrot, pas très doucement fait, la douleur de me poser un garrot, j'imaginais pas que ça puisse faire mal à ce point-là. La diapo suivante, donc toujours dans le cadre de ce décret qui nous a aidé à mieux prendre en charge la douleur des patients, on nous a aussi autorisé, c'est quelque chose qui est nouveau pour les gens qui sont ici, élèves infirmières, l'injection de médicaments à des fins antalgiques dans des cathéters de péridurale. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est des choses qui n'étaient pas permises avant aux infirmières diplômées d'État, et c'était dans un souci d'apprentissage de techniques un peu plus sophistiquées certes, mais qui pour le patient vont le garantir qu'il n'y aura pas d'arrêt dans son traitement de la douleur. Ça suppose évidemment une formation plus approfondie pour s'occuper de tout ça. Ça, c'est sur les infirmiers anesthésistes, on peut le passer, c'est probablement moins important ici. Donc, je voulais aussi terminer en vous disant que on a fait beaucoup de progrès en 15 ans de temps, puisqu'on fait partie des vieux routiers de la douleur. Il nous reste beaucoup à faire. Et ce que j'ai envie de dire pour les infirmières, c'est que chacun à notre place, on doit s'interroger tous sur la douleur que nous-mêmes nous faisons subir, encore une fois, aux patients, la douleur des gestes invasifs, la douleur qu'on ne prend pas immédiatement en cause. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est cette façon tellement différente qu'on a appris, à travailler de façon très différente parce que pour la première fois, on croit ce qu'un patient nous dit de sa douleur. Et ce dogme-là, j'ai envie de dire, il faut le mettre en lettres d'or. On a à croire ce que le patient nous dit de sa douleur. Et en 15 ans d'expérience, il n'y a pas de gens qui nous roulent, qui nous bluffent, qui essayent qui exagère. Ce que le patient a à en dire à un moment donné, c'est sa douleur et c'est comme ça qu'il faut la prendre au moment où il l'exprime de cette façon-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.